communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Rachida Dati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, maire UMP du 7e arrondissement, où vous serez candidate en mars prochain. Nous parlerons avec vous bien sûr des municipales, du scrutin européen et du retour de Nicolas Sarkozy qui se préside, comme chaque semaine, avec Caroline Vigoureux, qui a scruté les réseaux sociaux pour nous. Nous verrons ce qu'on dit de vous sur la toile. Alors, commençons. À droite, la question se précise, celle du retour de Nicolas Sarkozy. La question n'est plus de savoir s'il va revenir, mais quand et comment. L'ancien président parle de son retour comme d'une fatalité. Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré tout ça, Rachida Dati? Est-ce que ça ne va pas trop vite? Non, mais le sujet aujourd'hui, c'est la France. On voit l'état de la France. Elle décline, le chômage explose, la délinquance explose. On n'a absolument plus de cap pour la France. Donc que Nicolas Sarkozy puisse être intéressé par le sort de la France, c'est une évidence. Maintenant, sur le calendrier d'un éventuel retour ou de se présenter, c'est 2017, je crois, la prochaine présidentielle, donc on a encore un peu de temps. Mais ça dépendra, je pense, des circonstances. Mais on l'entend de plus en plus. Oui, mais vous savez, moi, je dois être peut-être une des rares, pour ne pas dire la seule, qui, dès le départ et du jour de sa défaite, moi, je n'ai jamais exclu qu'il puisse un jour se représenter à la future présidentielle. Voilà, maintenant, ça dépend des circonstances, de l'état de la France, et puis aussi de l'état de la droite. Mais il est vrai aussi que pour les Français, y compris pour ceux qui ne votent pas à droite, beaucoup considèrent que Nicolas Sarkozy demeure et reste le leader incontesté de la droite. Et concrètement, vous l'imaginez passer par une primaire aux côtés de François Fillon, Alain Juppé ? Alors, les statuts du parti le prévoient. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, vu l'état de la France, et puis si les circonstances sont encore pires que celles d'aujourd'hui concernant la France, je ne sais pas si cette primaire sera utile. Mais ça, c'est d'un commun accord avec les responsables UMP, ou en tout cas les candidats potentiels, qui, à un moment donné, je pense, prendront tous leurs responsabilités vis-à-vis de celui qui sera le mieux placé. Alors, on entend aussi parler d'une autre hypothèse, celle d'un nouveau parti, passé en dehors de l'UMP pour l'ancien président. Est-ce que ça vous paraît crédible? Ça n'est pas crédible, et lui-même était d'ailleurs très étonné de lire ça dans la presse. D'accord. Alors, venons-en au municipal, dans 100 jours, pile poil aujourd'hui. Ça a l'air de poser question. Non, mais on entend votre réponse, puisque c'est vrai que l'entourage de Nicolas Sarkozy a évoqué cette hypothèse. C'est vrai, mais il y a beaucoup dans l'entourage parlent par interprétation, par supputation ou peut-être par leur propre intérêt personnel. Il faut faire très attention par les propos rapportés. Voilà, moi je vois les papiers qui sont sortis en disant ils voient très souvent... Enfin, moi je vois par exemple, parce que je ne dis jamais quand je le vois, ou la teneur de nos conversations. Et je ne suis d'ailleurs jamais mentionnée. Mais ce que je lis ne correspond pas aux conversations qu'on peut avoir. Ce n'est pas le cas de tout le monde et ils sont nombreux à passer au 77 rue de Miroménil. Oui, mais il voit beaucoup de monde parce que d'abord, beaucoup de monde demande à le voir. Il ne faut pas croire que c'est lui qui demande à voir toutes les personnes qui sont souvent citées, mais ils sont nombreux ceux qui demandent à le voir. Ça défile dans son bureau. Alors dans 100 jours, ce sera le premier tour des municipales. À Paris, la campagne de NKM semble patiner un petit peu, là, à cause notamment des dissidences. Est-ce que vous êtes inquiète pour votre chef de file ? Non, mais j'ai déjà dit dans une émission précédente, c'est pas que ça patine un peu. Quand vous êtes comme ça, challenger, vous n'êtes pas sortant, c'est toujours plus compliqué. En plus, arriver sur Paris, essayer de revoir les têtes de liste, composer les listes, c'est pas simple pour une ville comme Paris. Et notamment pour la droite parisienne, qui a toujours été, effectivement, bien avant d'ailleurs que j'arrive, donc bien avant l'arrivée aussi de Nathalie. C'est jamais très simple. Donc elle s'affronte à toutes ces difficultés de front et sur finalement un temps très court. Donc qu'il y ait des difficultés, c'est évident. Puis vous savez, les campagnes électorales, c'est jamais très facile, y compris pour
pour les sortants ou ceux qui sont effectivement en position plus confortable. Et vous, dans votre arrondissement, vous devez faire face à 2 dissidences. Qu'est-ce qui vous a manqué pour rassembler votre propre camp? Non, mais moi, je vais vous dire, je vais être très claire, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui dissidentes, je les avais vues dès le départ. Ils m'avaient demandé, pour certains, à figurer sur la liste. J'ai dit que je ne les reprendrais pas. Pourquoi? Parce que pour certains, dans le Conseil, ils ont été élus grâce à moi, puisque j'ai été tête de liste la dernière fois. Et d'ailleurs, j'ai fait 10 points de mieux que ma prédécesseur, qui était Martine Aurillac, et non pas le maire qui était juste avant moi, parce que lui n'avait pas été élu sur son nom, c'était Martine Aurillac. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous avez dans le conseil municipal certains qui votent contre les intérêts des habitants de l'arrondissement ou qui ne sont pas là, moi, je n'ai pas envie de... Vous savez, je suis très impliquée, je suis tous les jours sur le terrain au service des habitants du 7e arrondissement. J'ai envie d'avoir une équipe motivée et engagée. D'avoir une droite divisée. Mais non, mais c'est un problème pour tout Paris, c'est pas le sujet que pour le 7e. Moi, j'ai envie d'avoir avec moi des gens qui sont engagés et au service des habitants du 7e. Donc, et comme l'a demandé Nathalie, ce sera et ça a été une exigence aussi, et une condition de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est que ces listes soient renouvelées. Parce que beaucoup étaient élus depuis plus de 20 ans. Et pas grand-chose avait changé. Donc le tacite renouvellement, c'est ce qui aussi exaspère nos concitoyens. Donc moi, je souhaite avoir sur ma liste figurant effectivement, par exemple, une gardienne, des parents d'élèves, des gens du 7e arrondissement et engagés pour le 7e arrondissement. Alors, et qui, effectivement, aujourd'hui, sont plus motivés que jamais. Au-delà du 7e arrondissement, on entend beaucoup de gens à droite qui commencent à se demander si c'est vraiment gagnable. Est-ce que c'est pas vraiment, finalement, impossible pour la droite de reconquérir Paris? Est-ce que vous pensez, à combien vous évaluez le pourcentage de chance de victoire? Moi, j'ai vu d'ailleurs les petits échos. D'ailleurs, avec Nathalie, on a eu un échange cette semaine, d'ailleurs, parce que je lui demandais des nouvelles de son papa. Et elle me disait, avec tous les échos qui sortent, pour nous opposer, personne n'y parvient, parce qu'on se parle. Elle me dit, sinon, on s'appellerait tous les jours. Là, j'ai vu encore récemment que, soi-disant, j'aurais dit, effectivement, devant des journalistes, tout est toujours anonyme. Hein. Oui. Heureusement qu'on n'est pas en 1940. C'est insupportable, parce que moi, j'ai toujours assumé mes propos, mes convictions, mes idées, mes positions. Quand on a, il faut dire, je n'ai jamais dit les propos qui me sont attribués, effectivement, dans la presse. Maintenant, c'est difficile, c'est difficile. Donc, on fera tout pour gagner. Et on ne peut gagner que unis, rassemblés, motivés et engagés. Et faire campagne sur le terrain. Est-ce que la droite joue assez collective à Paris? Et à commencer par la candidate. Il y a peut-être un petit problème là. Non, mais justement, la campagne véritable va commencer en janvier. En janvier, là, tout le monde va être à l'œuvre, au travail et déterminé et engagé. Pour l'instant, on vous voit quand même assez peu aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais c'est marrant, vous. Ah bon? Ou peu? Elle est venue dans le 7e, on a fait campagne ensemble. Alors, donnez-moi un exemple précis, je vous réponds. Vous affichez pas régulièrement ensemble. Elle était dans le 17e, je ne suis pas dans le 17e. Elle était dans le 5e. Un soutien de poids à ses côtés. Oui, mais où? Dans le 7e, on l'a fait. Sur le terrain, on l'a fait. On a fait des papiers ensemble et des déplacements ensemble. Vous n'êtes pas sur le terrain tout le temps. On se voit, on prend... D'ailleurs, on va dans les cafés parisiens ensemble. Mais venez avec nous, si vous voulez, je vous envoie des petits messages. Puis vous serez avec moi. Parler d'une manière générale. De manière générale, on est souvent ensemble. Mais je peux vous inviter si ça vous intéresse. Voilà. Alors, après les municipales, il y aura les européennes. L'UMP n'a pas encore désigné ses têtes de liste, mais on voit que ça commence à s'agiter. Est-ce que vous êtes prête, comme en 2009, puisque vous êtes sortante, à faire équipe avec Michel Barnier? Ah oui, tout à fait. D'abord, on a fait une excellente campagne en 2009. On a fait le meilleur score de la droite depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel. On a fait le meilleur score de la droite et on a fait le meilleur score d'un parti au pouvoir. Donc, vous êtes prête à faire tandem avec Michel Barnier? Ça serait bien qu'on reprenne la même équipe gagnante. Et si Michel Barnier, puisqu'on dit aussi qu'il hésite éventuellement soit l'Île-de-France, soit, on a même parlé aussi de la grande région Rhône-Alpes. Il est sur l'Île-de-France. On s'est vu hier, d'ailleurs, on a pris un café ensemble hier. Donc a priori, au Parlement européen. A priori, on a discuté. Pour l'instant, on en est là. Mais comme les investitures, comme les candidatures ne se sont pas encore clairement dessinées et affirmées, on verra ça aussi en janvier. Jean-François Copé est d'accord pour la candidature de Michel Barnier? Parce qu'il y avait aussi ça qui... on n'était pas certain qu'elle soit validée. J'en ai parlé avec Jean-François Copé, il n'est pas hostile à la candidature de Michel Barnier. Hein. D'accord. François Hollande, lui, il n'est pas candidat aux européennes, il est président de la République, il s'enfonce un peu plus dans l'impopularité, son gouvernement se déchire, et puis on a l'impression que l'UMP ne capitalise pas du tout sur cette mauvaise passe pratiquement depuis le début du quinquennat. Comment vous expliquez cette situation? Moi, je pense qu'on a été beaucoup meurtris
vous en savez quelque chose, vous avez écrit là-dessus, sur ce conflit et cette bagarre au moment de l'élection de la présidence de l'UMP. Ensuite, on a eu d'autres types de conflits. Puis on le voit d'ailleurs, même pour faire les listes municipales, c'est très compliqué. Mais je pense aussi que pour les militants et les électeurs de droite, j'ai le sentiment, quand je parle avec eux, ou quand on fait des meetings, là, moi je fais souvent des réunions pour soutenir nos candidats aux municipales, les militants ou les personnes qui viennent à nos réunions sont dans l'attente du retour de Nicolas Sarkozy. Alors est-ce que ça joue aussi? Sans doute. Mais aussi, je pense, et moi je le dis à tous ces responsables UMP, qui chacun dans sa boutique, si je puis dire, fait des propositions, des mesures techniques, une liste de réformes qu'on aurait peut-être dû faire et qu'on n'a pas faites. Je pense que les Français attendent autre chose. Aujourd'hui, la France est fortement dégradée, dénigrée, déstabilisée. Je pense qu'ils veulent voir restaurer la grandeur de la France, dans ses valeurs, dans ses principes, dans son universalité, mais aussi dans son influence. Et je pense que les Français attendent de nous beaucoup plus de ça que de leur faire un catalogue de mesures techniques. Caroline, venons-en à la toile. Alors, il y a une information qui a été très commentée sur Internet cette semaine. L'hebdomadaire Le Point affirme que vous gagneriez 8 fois plus que ce que vous avez officiellement déclaré sur votre déclaration au Parlement européen à Bruxelles. Vous dites n'importe quoi, madame. Bah, c'est ce non. Alors je vais vous mettre très à l'aise. D'accord. Alors ce que eux affirment, et justement, je voulais vous demander quelle était la... Non, eux affirment, je ne dis pas que c'est la vérité. Et la question, c'est de savoir quelle est votre vérité. C'est pas ma vérité, mais... Qu'est-ce que vous répondez à ces affirmations de l'hebdomadaire? C'est ça la question. Cet hebdomadaire, les journalistes, qui sont les trois, toujours les mêmes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des articles précédents. Calomnieux, qui ont atteint gravement notamment ma vie privée. Donc, ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Donc, de manière récurrente, le journal Le Point et ses journalistes s'attaquent à ma vie privée de manière éhontée et mensongère. Donc, maintenant, je suis habituée. Sauf qu'on s'attaque à ma vie personnelle, à ma vie professionnelle, à ma probité, maintenant mon honnêteté. Vous savez, moi, je ne fais pas d'optimisation fiscale, je n'ai pas de compte en Suisse, je gagne de l'argent dans mon activité d'avocat. C'est totalement déclaré, c'est déclaré au Parlement européen, c'est déclaré aux impôts, je paye des impôts, et puis moi, contrairement à d'autres, je n'ai pas hérité, donc je travaille, je déclare, je paye des impôts. Tout ça, pas de conflit d'intérêts, parce que Madame Lepage... Vous toutes les informations d'ailleurs, de l'hebdomadaire. Mon avocat l'a fait, et nous poursuivons, et Le Point, et ces journalistes. Est-ce qu'ils feraient la même chose, par exemple, sur leur directeur de rédaction? Moi, je serais intéressée qu'on puisse peut-être aller fouiller dans la vie privée de M. Gisbert ou de M. Pinault, mais ils ne le feront pas, c'est leur patron. Ou alors, moi, j'ai vu, par exemple, des patrons dont les enfants ont connu des turpitudes graves, mais comme ce sont des amis de M. Gisbert, on n'en parle pas. Donc tout ça, c'est encore les milieux autorisés qui se couvrent entre eux. Moi, j'assume, vous savez, je ne suis pas une héritière, j'ai toujours travaillé, tout est déclaré, et puis moi, je n'ai pas comme certains, des experts qui me font de l'optimisation fiscale. Donc tout ça est très clair, tout ça est déclaré, et tout ça est totalement transparent, et aucun conflit d'intérêt. Et d'annoncer comme ça, soi-disant, des clients, qui ne sont pas mes clients, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je n'ai pas d'État étranger, je ne me fais pas payer, comme certains en étant parlementaires, dans des conférences, dans des pays étrangers, pour soutenir des pays étrangers. Non, donc tout ça est faux, et donc c'est pour ça que je poursuis. Quant à Madame Lepage qui jette comme ça l'opprobre sur ma vie et sur mon honnêteté, c'est scandaleux. Parce qu'elle, qui a un cabinet spécialisé dans l'environnement, elle est membre de la commission au Parlement de l'environnement. Moi aussi, je m'interroge sur les conflits d'intérêts. Mais la pauvre, enfin moi quand je vois, elle a été virée du gouvernement Juppé, elle est passée de Bayrou à Sarko, puis comme elle n'a pas eu de poste de ministre, elle est allée en Quémandéen chez M. Hollande, elle ne l'a pas. Qui disait la vieillesse est un naufrage, la pauvre. Voilà. Alors, autre sujet, Caroline. Qui a aussi été très commenté sur la toile, les propos du directeur de cabinet de Marine Le Pen, Philippe Martel, qui a considéré qu'appeler votre fille Zora était, je cite, un refus d'assimilation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et ceux qui appellent Kevin, Jonathan, Johnny... Enfin bon, arrêtez, mais ça j'en ai depuis toujours. Donc on m'attaque sur mon origine, sur ma petite fille, en disant que c'est un refus d'assimilation. Je suis née en France. J'ai fait une école française, j'ai une éducation française, je suis française. Il faut que je m'assimile à quoi? Sous terre? Je pense que certains aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Vous avez reçu le soutien de plusieurs responsables de gauche, M. Mélenchon, M. Cambadélis notamment. Et puis du mouvement des jeunes socialistes avec la nouvelle présidente. Mais ça, c'est assez classique. Vous savez, j'étais attaquée, parce que l'histoire de la Guenon, moi j'en ai reçu des tracts comme ça, des tracts racistes et violents.
haineux, y compris dans mes dissidents. J'ai eu des propos haineux, pour ne pas dire racistes. Lors de votre arrivée dans le 7e, votre campagne précédente. Bien sûr, on avait même dit ne donnez pas le 7e à Al-Qaïda, j'ai tout vu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Je ne serai pas la femme de l'année du journal Elle, je pense. D'accord. Eh bien, merci Rachida Dati d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.